Bonsoir à tous et bienvenue à 24/60. La transition sera pacifique cette fois-ci. Le président en exercice, Joe Biden, a renoué avec la tradition et accueilli le président désigné au bureau ovale. Il a même félicité Donald Trump et assuré toute sa collaboration pour la transition des pouvoirs. Est-ce qu'il a donné à Trump une leçon de démocratie? En tout cas, c'est un usage que Trump n'avait pas respecté il y a 4 ans. Rappelez-vous, il n'était même pas allé à la sermentation et d'ailleurs, il n'a jamais reconnu la victoire de Joe Biden. Ses partisans le croyaient si farouchement qu'ils ont envahi le Capitole le 6 janvier et la poignée de main entre les deux adversaires avait donc vraiment quelque chose, ma foi, de surréaliste, mais c'est une nomination de Donald Trump aujourd'hui qui crée le plus de remous. C'est une onde de choc, littéralement, et pour certains, c'est même une provocation. Bonsoir, Azeb, à Washington. Bonsoir, Anne-Marie. Alors, Donald Trump a désigné un de ses alliés, un plus fervent supporter, un des plus fidèles, donc il avait même voté contre la certification, là, le fameux 6 janvier. Le procureur général, un pilier de l'État quand même, Matt Gaetz. Oui, vous l'avez dit, c'est une onde de choc aux États-Unis, à Washington, autant chez les élus républicains que démocrates. Et puis certains disent que c'est vraiment vraiment de la provocation, que c'est un affront en fait pour les institutions américaines. Matt Gaetz, qui sera à la tête d'une institution qui a enquêté sur lui, qui a enquêté sur Donald Trump également, c'est vraiment du jamais vu, jamais vu. Je veux juste vous citer le sénateur Cornyn qui dit « Je ne connais pas cet homme ». Une autre, la sénatrice de l'Alaska, qui dit « Franchement, ce n'est pas sérieux, il ne peut pas être à la tête du ministère de la Justice ». Alors, c'est vraiment le choc pour beaucoup de gens. Écoutez, sa nomination a presque éclipsé toutes les autres. La personne ne s'y attendait. Alors, Matt Gaetz, c'est qui? C'est un représentant de la Floride. Il a 43 ans. C'est quelqu'un qui est pro-vie, qui est contre l'avortement, même en cas d'inceste, de viol. C'est quelqu'un qui est quand même très à droite. Il faisait partie aussi du Freedom Caucus à la Chambre des représentants. Et c'est lui qui voulait vraiment la tête, entre guillemets, du président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Matt Gaetz a également été accusé de trafic sexuel, d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs. Il y aurait eu également échange d'argent. Il y a eu une enquête, ça n'a pas été prouvé. Finalement, il n'a pas été accusé, condamné. Par contre, dans une commission à l'éthique, c'est encore en suspens. Et plusieurs élus affirment que c'est pas possible que cet élu-là puisse être vraiment le ministre de la Justice. Vraiment, ça choque beaucoup de gens. Je vous propose d'écouter un extrait de ce que Matt Gaetz disait justement au lendemain de la victoire de Joe Biden. January 6th last year wasn't an insurrection. No one has been charged with insurrection. No one has been charged with treason. But it very well may have been a Fedsurrection. We are very concerned that we have sent letter after letter to Attorney General Garland and FBI Director Wray to simply get to the bottom of unexplained circumstances. Alors, il achète la théorie que le 6 janvier, c'était presque des touristes, une journée d'amour, là, et puis... mais au ministère de la Justice, ça veut dire qu'il va pouvoir annuler toutes les procédures contre Donald Trump. Il va pouvoir nommer des gens qui sont très loyaux. Il va pouvoir annuler toutes les enquêtes sur lui. Il va pouvoir contrôler la loi et l'ordre, là. Et le FBI, il va les congédier. Oui, c'est ça. Il a un regard également sur le FBI. Donc, c'est vraiment un poste extrêmement névralgique. Et Donald Trump a toujours accusé le ministère de la Justice d'instrumentaliser la politique, de vraiment utiliser le ministère pour des fins politiques. Et ce qui est intéressant, vous savez, Anne-Marie, il a écrit un message sur X, Matt Gaetz, en disant qu'il est très heureux d'être ministre de la Justice de Donald Trump. Alors, je trouve que c'est quand même assez révélateur. Il dit qu'il est content de servir sous Donald Trump. Donc, d'abord, sa loyauté, sa fidélité, c'est vraiment envers le président, c'est clair. Oui, parce qu'il ne disait pas aussi quand il est allé au procès, là, c'est quoi, stand-by, enfin, ce que les Proud Boys disent, là, les extrémistes d'extrême droite, là. Il y avait, on le voit là, ici, là. C'était ce que Donald Trump disait, oui. Ouais. Mais il ne fait pas partie des Proud Boys, quand même. Non, mais quand on se réapproprie leur langage, ça peut soulever des inquiétudes. Alors, parlons maintenant de l'autre nomination. C'est pas vous ni moi qui allons être nommés ministre de la Défense au Canada, Azeb, ça c'est sûr. Non. Mais c'est quand même un animateur de Fox News. Oui, c'est un ancien militaire, c'est un diplômé universitaire, mais les réactions face à... Qui est-il, voilà, ce monsieur vraiment... Exet et les réactions, oui.
Ouais, c'est vraiment le mouvement MAGA. Ça va être un gouvernement, un cabinet à l'image de Donald Trump. Alors, c'est Pete Hegseth. Alors, lui, c'est un ancien combattant Irak, Afghanistan. Également, c'est un animateur de Fox News. Et c'est là qu'il a rencontré Donald Trump. Donc, lui, c'est vraiment les vertus de l'armée comme avant, hein, quand c'était des hommes qui combattaient. Il est contre que les femmes fassent partie aussi, soit dans des zones de combat. Il l'a dit très ouvertement il y a quelques années. Donc, pour lui, c'est vraiment, il faut revenir un peu à l'armée traditionnelle des hommes. Il est un peu contre tout ce qui est communauté LGBTQ. Donc, c'est quelqu'un de complètement traditionnel, assez à droite, encore une fois, à l'image de Donald Trump. Et lui aussi, imaginez-vous, secrétaire à la Défense, pour quelqu'un qui n'a jamais fait vraiment de politique. Donc, déjà, il y a énormément de critiques là-dessus. Écoutons justement Adam Smith là-dessus. Et d'abord, un extrait de Pete. I'm straight up just saying we should not have women in combat roles. It hasn't made us more effective, hasn't made us more lethal, has made fighting more complicated. We got a lot of irons in the fire in the Middle East, with our partners and allies in Asia, with the folks, helping out Ukraine. I see no evidence that this person has any relationships whatsoever with our overseas partners. Non, Azeb, sur la rencontre qui a presque été éclipsée entre Joe Biden et Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est chargé de symbolisme. Et en présentation, je me demandais si M. Biden, délicatement, n'avait pas voulu faire une leçon de démocratie à Donald Trump, qui lui dit, au fond, « Welcome back, bienvenue, vous êtes de retour ». Oui, voilà, il voulait un peu lui montrer l'exemple, hein, ce qu'il fallait faire normalement, comme la tradition le veut, inviter le président élu à la Maison-Blanche pour lui montrer un peu les locaux, pour que vraiment ce soit une transition douce et pacifique. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. Alors, on entendait le crépitement là, du feu. Ils étaient au bord d'un foyer. Ça avait l'air extrêmement chaleureux. Donc, Joe Biden a vraiment voulu d'une transition pacifique, ordonnée. Donc, on sent qu'il n'y a pas vraiment de rancune, alors que lui, il n'a pas du tout eu ça en 2020. Donald Trump ne reconnaissait pas les résultats, ne les reconnaît d'ailleurs toujours pas. Il n'a pas voulu faire le transfert du pouvoir. Ça a été Barack Obama, Bill Clinton et George Bush qui sont venus à la Maison-Blanche pour accueillir Joe Biden. Ce n'était même pas Donald Trump. Donc aujourd'hui, Joe Biden veut donner un autre message aux États-Unis et il le fait surtout pour les Américains. C'est ce que Karine Jean-Pierre disait un peu plus tôt. Et puis, la rencontre s'est très très bien passée. Écoutons justement un extrait. Congratulations. Thank you. And looking forward to having like we said, smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So good. Welcome Thank you back. very much. And thank you very much. And politics is tough. And it's, in many cases, not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Jim. You're welcome. It was indeed very cordial, very gracious, and substantive. And I mentioned at the top, national security was discussed, domestic policy issues were discussed. President-elect, again, was gracious, came with a detailed set of questions. The president respects the will of the American people. Petite question en terminant, parce que Mme Biden, Jill Biden, avait aussi invité Melania, qui a refusé l'invitation. Oui, elle l'avait invitée à prendre le thé, donc elle n'a pas voulu y aller. On ne sait pas vraiment pourquoi, parce que normalement, c'est une visite de courtoisie aussi pour visiter la Maison-Blanche. Elle a refusé. Et je voudrais ajouter aussi que Melania Trump, ils ont annoncé d'ailleurs qu'elle sera à temps partiel à la Maison-Blanche, donc elle risque plutôt d'habiter à New York, où son fils d'ailleurs étudie à l'Université de New York. Ben, là-dessus, on n'est pas très étonnés. Hein? La dernière fois non plus, c'était pas une présence constante. Merci, Azeb. Vous allez avoir... Écoute, à la vitesse à laquelle se font les nominations, là, vous en avez... c'est un vrai tsunami. Vous allez en avoir beaucoup à examiner. Merci. Bonne soirée. Je vous en prie. How much do you think we can rip out of this wasted $6.5 trillion Harris-Biden budget? Well, I think we can do at least $2 trillion. Yeah! Your money is being wasted, and the Department of Government Efficiency is going to fix that. We're going to get the government off your back and out of your pocketbook. Toute une promesse, n'est-ce pas, que de couper 2 000 milliards de dollars dans le budget fédéral. Ben, c'est l'ambition de celui qui dirigera
Le département de l'efficacité gouvernementale sur Donald Trump, on parle de département, mais ce serait plutôt en parallèle, ça échapperait à l'administration et aux autorisations du Sénat, et c'est la grande vedette de la campagne, Elon Musk. C'est l'homme le plus riche du monde, vous le savez, et c'est vraiment son bras droit. Est-ce qu'il va co-présider? Comment en est-il arrivé là pour parler de son parcours hors du commun et des risques que courent les États-Unis avec quelqu'un qui est peut-être vraiment en conflit d'intérêts? Yann Simon est professeur titulaire de stratégie à la Faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval. Et vous suivez la carrière d'Elon Musk. Bonsoir, Yann Simon. Bonsoir. Alors, écoutez, êtes-vous surpris de cette nomination? Vous l'avez vu aller pendant la campagne, qu'il devienne le bras droit. Ça n'est pas très surprenant au sens où il a donné presque 120 millions à la campagne. Il l'a fait depuis très longtemps. Il s'est engagé en faveur de Donald Trump sur son réseau social. Ce qui est assez particulier, c'est qu'il accepte d'être co-responsable de ce département-là avec Vivek Ramaswamy. Ça, c'est assez particulier. Et puis, bon, il y a des mauvaises langues déjà à Washington qui trouvent que d'avoir 2 personnes pour l'efficacité gouvernementale, c'est déjà un leader de trop. Mais au-delà de ça, Elon Musk doit être très content puisque, vous savez, l'acronyme en anglais qui fait Doge, c'est aussi l'acronyme d'une crypto-monnaie qui, où Elon Musk a évidemment des intérêts et dont la valeur s'est envolée lorsqu'il a été nommé. Donc, vous voyez là qu'il y a effectivement des conflits d'intérêts partout autour d'Elon Musk. Et ça, même si éventuellement son organisation n'est pas dans l'appareil gouvernemental officiel, ça n'efface pas les conflits d'intérêts. Il est l'un des plus grands bénéficiaires de contrats gouvernementaux aux États-Unis, l'une des personnes aussi qui est les plus près de plusieurs fonctions qui ont des antennes et des enjeux de sécurité nationale. Or, on sait que c'est quelqu'un qui a parlé à des leaders étrangers. Donc, il y a tellement d'enjeux autour d'Elon Musk que c'est une nomination qui ne surprend pas, mais qui est étonnante du point de vue de la gouvernance publique. Donc, il va devoir garder ses entreprises ou les laisser aller, se distancier pour éviter ces conflits d'intérêts, parce qu'il va, avec ses recommandations, il pourrait éliminer toutes les agences fédérales qui nuisent au développement de ces entreprises. Un exemple que je voyais aujourd'hui, par exemple, c'est l'Agence de protection pour l'environnement EPA, parce que SpaceX se plaint des contraintes réglementaires, notamment dans les zones de lancement, parce que ça nuit à l'environnement. C'est juste un petit exemple comme ça, mais il y en a plein d'autres, là. Ah, il y a plusieurs exemples. Il faut savoir que, SpaceX, justement, qui a 8 milliards de contrats avec le gouvernement américain, et il y a 633 000 d'amende du côté de SpaceX qui fâche beaucoup Elon Musk, parce que, justement, la FAA a découvert qu'Elon Musk avait déjà utilisé un centre de contrôle non homologué pour lequel il n'y avait pas de la licence, et la même chose pour des endroits où on a utilisé du combustible là, pour propulser les fusées, là où ce n'était pas autorisé, ou en tout cas pas de la façon dont c'était prévu. Et c'est ces contraintes réglementaires-là qui sont là pour des raisons, mais qu'Elon Musk juge inutile, qu'il veut faire enlever. Puis imaginez, il va beaucoup bénéficier aussi du côté de Tesla, parce qu'on se rappellera que Tesla a, beaucoup de popularité, mais a aussi des enjeux légaux autour, par exemple, des systèmes de conduite autonome. Et Elon Musk veut trouver des manières, justement, de rendre plus facile la pénétration de ces systèmes-là qui sont assez payants pour lui dans le modèle d'affaires de Tesla. Donc, il y a plusieurs enjeux comme ça. Imaginez-vous aussi du point de vue de la réglementation, son fameux Hyperloop. Il faut creuser pour faire certains tunnels. Il a donc démarré une entreprise, The Boring Company, mais il y a aussi des règlements sur comment on creuse, qu'on peut creuser au-delà des normes d'ingénierie, où on peut creuser, où on peut sortir de terre. Et il y a une pléthore aussi de règlements fédéraux, d'État et municipaux. Donc, Elon Musk, malheureusement, fait peur aussi à beaucoup de gens autour de l'écosystème de la fonction publique fédérale américaine parce que, vous l'avez entendu, il souhaite couper 20 000 milliards de dollars. Quand Elon Musk parle d'efficience, d'habitude, ça veut dire de coupure de postes massives, comme il l'a fait chez Twitter, comme il le fait dans ses entreprises. Et ça, je vous dirais que c'est un peu aigre-doux parce que il y a peut-être effectivement des organes inutiles, si on veut, dans la fonction publique fédérale américaine, mais peut-être pas à la hauteur de ce que suggèrent nos
deux co-responsables du département d'efficience gouvernementale. Ben oui, ça, c'est ironique. Ramaswamy est aussi un milliardaire. On sait que Trump, on peut penser que Trump est un narcissique, là, je ne pose pas de jugement, que Elon Musk aussi, un grand égo, je ne sais pas pour Ramaswamy, mais comment tout ce monde-là va pouvoir travailler ensemble? Avez-vous une petite idée? Est-ce que c'est Musk qui va dominer Trump? Puis il y a même une appellation qui circule déjà sur les réseaux sociaux. Là. On appelle Elon Musk Elonia. Il va être plus souvent à Washington que Melania. Mais M. Musk n'aime pas jouer les seconds violons et ça, Donald Trump, qui n'aime pas ça lui non plus, va l'apprendre sans doute très, très vite. M. Musk s'est lancé dans cette quête-là politique parce qu'il a une haine absolue de la réglementation, haine qui apparaît de façon évidente depuis la pandémie, mais qu'on voit de plus en plus à mesure que ces entreprises ont des enjeux légaux dans plusieurs pays. Et depuis ce temps-là, il s'intéresse à la politique. Évidemment, il se décrit lui-même comme un libertarien, mais c'est quelqu'un qui est aussi décrit comme étant extrêmement déterminé, focalisé sur la tâche et quelqu'un qui sait bien voir d'abord et avant tout à ses propres intérêts. Ce qui le rend très fier par ailleurs, c'est d'être comparé à Tony Stark, ce héros là, Iron Man de l'univers Marvel, parce que c'est un milliardaire et qu'il a des contrats de défense comme ce personnage-là de Marvel, mais il ne jouera pas les seconds violons et il va sans doute vouloir avoir le haut du pavé, hein, parce que n'oubliez pas aussi qu'il y a des enjeux sur ces transactions boursières parce qu'il s'est fait poursuivre notamment cet été pour délit d'initié par un investisseur qui s'est jugé floué à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Donc, c'est pas que des petits enjeux, des petits irritants. C'est quelqu'un qui vient avec un bagage assez important. En tout cas, s'il y a des enjeux devant la justice, Matt Gaetz va pouvoir effacer tout ça et pouvoir abolir bien des postes. On dit que le 2000 milliards qu'il doit couper, ou c'est pas lui qui va le couper, il va falloir qu'il recommande au Congrès probablement de couper ça. Ça représenterait 75 % des employés fédéraux selon son acolyte Ramaswamy. Comment on peut couper sans faire mal à la population? Bien, écoutez, c'est peut-être une de ces promesses qui vont permettre de faire de l'effet. Souvenez-vous, par exemple, les promesses de la première administration Trump de compléter un mur dont simplement un tout petit segment a été complété. Mais on en a parlé avec beaucoup de vigueur, ce qui a fait plaisir à la base. Dans ce cas-ci, pour l'efficience gouvernementale, ce qui vient un peu aussi là, mettre de la friture sur la ligne, c'est qu'il y a effectivement des vérificateurs généraux au fédéral dans les États et même des fonctions similaires au niveau municipal dans plusieurs municipalités des États-Unis. Il va les congédier. Et ces gens-là, ben voilà, puis ces gens-là ont un mandat à accomplir qui est étonnamment similaire à ce que M. Musk veut faire. Donc là aussi, il va découvrir que l'appareil de l'État n'est pas gouverné comme une entreprise et on espère qu'il découvrira que c'est parce que l'appareil de l'État n'a pas la même mission que l'entreprise, même si on est aux États-Unis, un pays entrepreneurial par excellence. Oui, c'est peut-être les Américains qui vont l'apprendre à la dure à un moment donné. Alors, Yann Simon, c'est toujours un plaisir de vous parler. Je pense qu'on va se reparler là-dessus. On va voir comment c'est géré, ce gouvernement-là. Ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.